c'est l'histoire d'une femme de 31 ans dont la vie prend un tournant impensable lorsqu'elle meurt et découvre la vérité effrayante sur ce que font vraiment les morts en ce moment. Commençons. Je m'appelle Cecilia Matthews et jamais dans mon imagination la plus folle je n'aurais imaginé que ce serait mon histoire. Je n'étais pas une personne encline au fantasme ou à l'inexpliqué. En fait, je me targuais d'être une personne logique, une personne fermement ancrée dans la science et la raison. Élevé dans une famille modeste à Seattle, j'ai grandi sous les conseils attentifs de mes parents, qui m'ont inculqué un profond respect pour le travail acharné et le sens pratique. Ma mère, institutrice au collège, et mon père, mécanicien qualifié, étaient des solutionneurs de problèmes dans tous les sens du terme. Si un problème survenait, ils ne perdaient pas de temps à spéculer ou à se complaire, ils l'abordaient de front. Cette approche pragmatique m'a façonné. Elle est devenue la pierre angulaire de mon identité et de ma façon de voir le monde. Lorsque le moment est venu de choisir une carrière, je me suis retrouvé attiré par les soins infirmiers en traumatologie. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une vocation qui correspondait parfaitement à ma nature pragmatique. Dans l'environnement à enjeux élevés d'une salle d'urgence, il n'y a pas de place pour l'hésitation ou le doute. Chaque moment est critique et chaque décision est une bouée de sauvetage potentielle. La rapidité de réflexion, l'action décisive et le contrôle émotionnel ne sont pas seulement précieux, ils sont essentiels à la survie. Je me suis épanoui dans cet environnement. Il y avait quelque chose de profondément épanouissant, presque sacré, dans la précision et le but de tout cela. Chaque compression, chaque dose de médicaments, chaque point de suture que je posais portait le poids de la vie elle-même. C'était réel, mesurable et fondé sur la science ou une force tangible à laquelle je pouvais faire confiance. Mais la mort? C'était différent. Je ne la craignais pas, pas comme la plupart des gens. Pour moi, la mort n'était pas une énigme obscure à craindre ou à vénérer. C'était de la biologie, pure et simple. Je rencontrais ce genre de choses presque tous les jours, des cœurs qui refusaient de redémarrer, des cerveaux trop endommagés pour se rétablir, des corps trop brisés pour guérir. Je pensais comprendre. La mort était une fin, une certitude clinique. Les cellules cessaient de fonctionner. Les organes s'arrêtaient. La personne cessait d'exister. C'était simple, je croyais. Du moins, c'est ce que je pensais. Au fil des ans, j'ai entendu d'innombrables histoires étranges et inexplicables de la part de patients ou des histoires qui me restaient en mémoire longtemps après la fin de la journée. Les patients qui avaient été réanimés se réveillaient souvent avec des récits saisissants de leur temps, loin de chez eux. Certains décrivaient avoir vu leurs proches décédés, comme leur grand-mère, dans des champs de fleurs paisibles. D'autres parlaient d'une lumière vive, d'un sentiment de paix écrasant ou d'une chaleur indescriptible qui semblait les envelopper. Beaucoup d'entre eux étaient convaincus d'avoir entrevu le paradis ou visité un plan d'existence d'un autre monde. Mais je ne me moquais jamais d'eux, pas extérieurement. Je souriais, hochais la tête et leur disais quelques mots réconfortants, comme le ferait toute infirmière compatissante. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de mettre cela sur le compte de quelque chose de bien plus concret. Le manque d'oxygène, les effets secondaires des médicaments ou le cerveau qui déclenche ces dernières étincelles électriques avant de s'éteindre, voilà les explications qui me semblaient logiques. Après tout, la science avait une explication à tout. Je n'avais pas besoin de chercher au-delà du connu. Emma, ma meilleure amie et collègue infirmière, était mon opposée quand il s'agissait de ce genre d'histoire. Elle avait un faible pour elle, toujours à l'écoute avec un mélange de fascination et d'émerveillement. Chaque fois que quelqu'un racontait une expérience de mort imminente, son regard devenait lointain, comme si elle voyait quelque chose bien au-delà des murs chaotiques de notre hôpital. Peut-être qu'il y a plus que ça, s'il y a, disait-elle avec un regard pensif. On ne peut pas tout savoir. Je levai les yeux au ciel et riais en secouant la tête avec une exaspération feinte. Emma, tu es tellement romantique, la taquinai-je. La science explique tout. Les expériences de mort imminente ne sont que le cerveau qui tire ses dernières étincelles avant de s'éteindre. Rien de plus. J'appréciais notre dynamique. Elle était la rêveuse, celle qui croyait en la possibilité de l'inexplicable. Et j'étais la réaliste,
celle qui voyait tout à travers le prisme de la logique et de la raison. C'était un équilibre qui fonctionnait. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais celle qui aurait l'histoire à raconter. Mais ce jour est arrivé, sans que je l'ai invité, et tout a commencé comme n'importe quel autre. Je suis arrivé à l'hôpital général de Seattle pour mon service de 12 heures, le bourdonnement familier des urgences m'accueillant dès que j'ai franchi la porte. La salle d'urgence était un petit monde à part, bruyant, chaotique et implacable. Je me suis épanoui dans cet environnement. C'était un endroit où tout allait vite, où la vie et la mort se jouaient sous vos yeux et où chaque seconde comptait. Je faisais partie du rythme, du pouls. Mais je n'avais aucune idée qu'aujourd'hui allait changer tout ce que je pensais savoir. La journée s'est déroulée comme n'importe quelle autre, un chaos routinier qui m'obligeait à passer d'un patient à l'autre. Il y avait le patient victime d'une crise cardiaque dans la salle 1, l'enfant avec un bras cassé dans la salle 2 et une jeune femme dans la salle d'angle qui se remettait d'un accident de voiture. Je me déplaçais entre eux avec fluidité, vérifiant les signes vitaux, documentant les dossiers, consultant les médecins et apportant des assurances là où c'était nécessaire. Tout cela était si familier, si banal, que j'avais à peine le temps de réfléchir. Chaque moment se fondait dans le suivant, comme des engrenages qui s'enclenchent dans la machinerie en constante évolution de la salle d'urgence. Mais ensuite, sans prévenir, tout a changé. Je me tenais au poste des infirmières, en train d'examiner un dossier, quand cela s'est produit. La sensation m'a frappé comme une vague soudaine s'écrasant sur le rivage. Ce n'était pas seulement de l'inconfort, c'était une douleur fulgurante, vive et implacable, qui me transperçait la poitrine comme une lame brûlante. Pendant un instant, je me suis figé. J'ai posé ma main sur ma poitrine, espérant que ce n'était qu'une élongation musculaire peut-être à cause du fait d'avoir soulevé un patient ou d'avoir fait un effort excessif plus tôt dans la journée. Mais la douleur ne s'est pas atténuée. Elle s'est rapidement propagée, une vague vicieuse qui a déferlé sur mon bras gauche et a grimpé jusqu'à ma mâchoire. Le monde a commencé à basculer. Ma vision s'est brouillée et les bords de la pièce ont semblé se replier sur eux-mêmes. Ma tête tournait, étourdie et désorientée, tandis que le dossier glissait de mes mains tremblantes, atterrissant avec un bruit sourd sur le comptoir. J'ai alors entendu la voix d'Emma, aiguë et pleine d'inquiétude, traverser la brume. « Cécilia, ça va ?» J'ai essayé de répondre, de lui dire que j'allais bien, mais les mots étaient coincés dans ma gorge. Ma poitrine était serrée, ma respiration était superficielle. La pièce tournait plus vite, les lumières s'atténuaient jusqu'à n'être plus que des halos vacillants dans ma vision. Mes genoux se dérobèrent sous moi, et la dernière chose dont je me souvenais fut le cri frénétique d'Emma qui criait mon nom alors que je m'effondrais sur le sol. Et puis, plus rien. Quand j'ouvris les yeux à nouveau, je n'étais pas allongé sur le sol froid de l'hôpital. En fait, je n'étais pas allongé du tout. Je flottais. Je sais comment ça sonne, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Un instant, je m'effondrais, mon corps succombant à quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, et l'instant d'après, j'étais suspendu dans les airs, regardant toute la scène se dérouler sous moi comme si j'étais une simple spectatrice du drame de ma propre vie. D'en haut, je pouvais voir Emma agenouillée désespérément à côté de ma forme sans vie, ses mains tremblantes alors qu'elle vérifiait frénétiquement mon pouls. Le docteur Harris fit irruption dans la pièce, sa voix coupant le chaos alors qu'il aboyait des ordres au reste de l'équipe. Allez chercher le chariot d'urgence maintenant. L'urgence dans son ton rendait la situation encore plus intense. Et j'étais là, mon corps, pâle et immobile, allongé sur le sol comme une poupée de chiffon abandonnée. C'était plus que surréaliste. J'assistais à la scène comme si je regardais un drame médical intense à la télévision, mais la vérité troublante était que j'étais celle sur la table d'opération. J'étais le patient, celui qui était en danger. Je voulais désespérément les appeler, leur dire que j'allais bien, que j'étais là, à les regarder travailler. Mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas de voix. Je n'avais pas de forme physique. J'étais simplement, moi, flottant au-dessus de tout cela, détaché et intangible. Bizarrement, je n'éprouvais aucune peur. Je n'étais pas paniqué, je n'avais aucune crainte. Au contraire,
je ressentais un calme écrasant, un sentiment de détachement. L'énergie frénétique qui régnait dans la pièce ne me touchait pas du tout. C'était comme si j'observais la scène derrière une vitre, séparée de l'agitation, indifférente à la terreur qui s'emparait de tout le monde. En flottant plus haut, ma perspective s'est élargie. Je pouvais tout voir, la salle d'urgence dans son intégralité, les infirmières se précipitant d'une tâche à l'autre, les patients allongés tranquillement dans leur lit. Tout semblait si vivant, si détaillé. J'ai remarqué des choses auxquelles je n'aurais jamais prêté attention auparavant, comme le scintillement des lampes fluorescentes au-dessus de ma tête, le bourdonnement régulier des respirateurs en arrière-plan, la sueur luisante sur le front du docteur Harris alors qu'il effectuait des compressions thoraciques, déterminées et concentrées. Et puis il y avait Emma, tenant les électrodes du défibrillateur, l'expression tendue par la concentration. À cet instant, je me suis rendu compte à quel point ils étaient tous profondément engagés à me sauver, à quel point ils mettaient d'efforts dans quelque chose que je ne pouvais même plus ressentir. Le temps semblait complètement déformé. Il ne suivait plus son rythme habituel. Les secondes s'étiraient, s'allongeaient jusqu'à devenir ce qui semblait être des minutes, et les minutes, à leur tour, s'éternisaient, presque comme si elles étaient devenues des heures. Je ne pouvais pas comprendre combien de temps j'étais resté suspendu là, à observer les efforts frénétiques de l'équipe médicale. Dans cet espace, le temps n'avait aucun sens. C'était comme si j'étais pris dans un moment qui semblait à la fois fugace et infini ou une expérience qui existait en dehors du flux normal de la réalité. Puis, sans prévenir, j'ai senti un changement subtil ou une attraction. C'était faible au début, une légère traction au cœur même de mon être comme si quelque chose bien au-delà de ma compréhension m'attirait. Lentement, l'attraction s'est intensifiée, devenant plus insistante, plus puissante, jusqu'à ce que j'ai l'impression de ne plus pouvoir y résister. Mais je n'avais pas peur. Il n'y avait pas de place pour la peur. Je n'ai même pas eu le temps de traiter la sensation avant qu'elle ne me submerge. J'étais entraîné vers quelque chose d'invisible mais tangible, une force que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais ressentir dans chaque fibre de mon existence. Les bruits de la salle d'urgence ont commencé à s'estomper, leur urgence s'estompant alors qu'une vibration douce et bourdonnante remplissait l'air. La dure réalité du monde d'en bas est devenue lointaine et sans importance, alors que mes sens ne s'accordaient qu'au bourdonnement qui m'entourait. Et puis, je l'ai vu une ouverture, un tunnel de lumière. La décrire est difficile, car l'expérience défie le langage du monde terrestre. Cette lumière n'était pas simplement brillante, elle était vivante. Elle n'était pas écrasante ou aveuglante comme on pourrait s'y attendre, elle n'était pas dure ou exigeante. Au contraire, elle était douce, tendre et chaleureuse, comme l'étreinte du soleil après une longue pluie froide. Elle m'enveloppait comme une présence familière et réconfortante, m'invitant à avancer avec un sentiment de sérénité que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme. Je me suis retrouvé à avancer vers elle, sans marcher, sans voler, mais à dériver sans effort, comme si la lumière elle-même m'attirait dans son étreinte. Alors que je m'approchais, un profond sentiment de paix m'envahit, une paix si complète, si absolue, que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de la comprendre. Je n'avais pas besoin de la remettre en question. Je m'y suis simplement abandonné, en lâchant tout. Je l'ai laissé arriver. En m'approchant de la lumière, j'ai ressenti une attraction qui dépassait tout ce que j'avais jamais ressenti, une force qui ne dépendait pas de la sensation physique. Mon corps, s'il existait encore, semblait sans importance, comme s'il s'était dissous dans la trame même de l'expérience. Pourtant, malgré l'absence de forme physique, il y avait une attraction indéniable, non plus une force qui m'entraînait contre ma volonté, mais une invitation douce et déterminée à suivre, comme si ce chemin était le mien. La lumière n'était pas seulement vive, elle était chaleureuse, profondément invitante, et plus je m'approchais, plus je réalisais qu'elle n'était pas une simple source d'illumination. Elle était vivante. Cette lumière émanait une énergie si pure, si profonde, qu'elle semblait pénétrer dans tous les recoins de mon être, même si je ne pouvais plus pleinement saisir ce que j'étais, quel état d'existence j'occupais. C'était comme si la lumière me connaissait. Elle me reconnaissait pas seulement la version de moi qui avait traversé la vie sans en avoir conscience, mais toutes les versions de moi,
même les parties que je n'avais jamais pleinement comprises ou reconnues. Elle m'accueillait, comme si nous avions toujours été connectés, comme si elle m'avait connu d'une manière que je n'avais jamais connue moi-même. Le tunnel dans lequel je flottais n'était pas vide. Alors que je dérivais ou que j'étais emporté le long de son chemin sinueux, il y avait des sons. Pas durs ou dérangeants, mais des bourdonnements doux et mélodiques qui vibraient au plus profond de moi. Ce n'était pas de la musique au sens où je la connaissais, mais chaque note semblait porter la même profondeur émotionnelle, le même poids de signification. C'était comme si les sons avaient été composés spécialement pour moi, conçus dans le seul but de soulager mon âme, de me guider doucement vers l'avant. Le tunnel lui-même n'était ni droit ni prévisible. Il tournait et tournait d'une manière qui défiait les schémas logiques auxquels je m'étais autrefois accroché, les concepts rigides d'espace et de temps que je croyais autrefois absolus. Mais à cet endroit, ces notions me semblaient inutiles. Le chemin, quelle que soit sa courbure, avait un sens parfait. Plus je m'enfonçais, plus tout devenait clair. C'était comme si mon esprit s'élargissait, atteignant des espaces dont j'ignorais l'existence. Des pensées et des réalisations s'épanouissaient en moi, se déployant d'une manière qui me semblait tout à fait naturelle mais totalement étrangère. Le temps, qui m'avait autrefois semblé si important, n'avait plus d'importance à présent. Les secondes, les minutes, peut-être même les heures passaient en un clin d'œil, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Je ne me souciais plus des mesures du temps ou des moments fugaces que j'avais autrefois pris pour acquis. Au lieu de cela, j'étais enveloppé d'une paix si profonde, si absolue, qu'elle semblait effacer tous les doutes persistants, toutes les peurs auxquelles je m'étais autrefois accroché. L'amour qui m'entourait était si immense, si bouleversant, qu'il effaça les derniers vestiges d'incertitude que j'avais sur ce qui se passait. Je flottais simplement dans cette mer de sérénité, complètement abandonné à l'expérience. Au bout du tunnel, la lumière s'est déployée dans quelque chose qui défiait toute compréhension. Ce n'était pas un lieu au sens où nous l'entendons habituellement, pas de mur, pas de plancher, pas de limite pour le contenir. Cela ressemblait davantage à un état d'être, un royaume si vaste, si complexe, qu'il transcendait toutes les limites physiques que j'avais jamais connues. Ce n'était pas un lieu, c'était une existence, expansive et infinie, tissée de manière que mon esprit pouvait à peine commencer à comprendre. Pour la première fois, j'ai hésité non pas par peur, mais par pure crainte. Ce qui se trouvait devant moi dépassait tout ce que j'avais pu imaginer, une réalité qui repoussait les limites du possible. Les couleurs scintillaient dans l'air, vivantes et vibrantes d'une manière que les mots ne pouvaient pas exprimer, et à cet instant, je me suis rendu compte que je n'avais plus les mots pour décrire ce que je voyais. Ce n'étaient pas les couleurs du monde que je connaissais, elles étaient au-delà de cela, rayonnant d'une énergie qui leur était propre. L'air, si on peut l'appeler air, était saturé de sons harmonieux, riches et profonds, comme la musique du tunnel, mais plus complexe, plus stratifié. Chaque note semblait porter un sens, un message au-delà de la compréhension, résonnant dans chaque partie de moi. Chaque vibration semblait raconter une histoire qui n'avait pas besoin de mots, seulement d'être comprise. Mais ce n'était pas seulement les images et les sons, c'était la sensation écrasante du lieu. Je me sentais comme à la maison, un profond sentiment de familiarité m'envahissait, malgré le fait que je savais que je n'étais jamais venu ici auparavant. La sensation d'appartenance était si forte, si indéniable, que je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était là que j'avais toujours été censé être, que j'avais toujours existé sous une autre forme, à un autre moment. Avant de pouvoir pleinement absorber mon environnement, je pris conscience d'autre chose, d'une présence. Au début, c'était subtil, comme une légère pression effleurant les bords de ma conscience, mais ensuite elle devint plus forte et plus définie jusqu'à remplir l'espace autour de moi. Je ne ressentais pas la moindre peur. Cette présence n'était pas une menace mais de l'amour, un amour sans limite, infini qui semblait émaner de la structure même de l'existence. Elle irradiait une énergie si pure et si compatissante qu'elle était presque écrasante, mais elle me semblait sûre, comme si elle pouvait supporter le poids de l'univers tout entier et avoir encore de la place pour plus. Quand la silhouette s'est finalement révélée à moi, je me suis retrouvé incapable de traiter son apparence de manière conventionnelle. Ce n'était pas une forme, un visage ou une silhouette au sens où je les comprenais. C'était une fusion de lumière et d'énergie,
de chaleur et de sagesse, le tout mêlé en un être magnifique. Et pourtant, malgré sa nature abstraite, elle semblait incroyablement distincte, une présence individuelle, unique et immuable, au-delà du domaine de la compréhension humaine. À ce moment-là, j'ai instinctivement su qu'elle était là pour moi. Il n'y avait aucun doute, aucun doute. Cette silhouette, cette présence, m'attendait, et j'étais exactement là où je devais être. La silhouette ne parlait pas avec des mots, mais je la comprenais parfaitement. La communication entre nous était immédiate, directe, comme la pensée, mais plus profonde, plus profonde. Il ne s'agissait pas d'entendre ou de simplement comprendre, c'était une connaissance pure, une connexion instantanée qui transcendait le langage ou toute autre forme d'expression que j'avais rencontrée. Cet être, que j'en suis venu à considérer comme le professeur, m'a accueilli avec un amour si débordant que j'ai senti mon essence même commencer à changer. C'était comme si mon être, chaque partie de moi, se démêlait puis était soigneusement, doucement reconstruite pour devenir la meilleure version de moi-même. Tu es en sécurité, m'a-t-il communiqué, non pas avec des mots, mais avec un sentiment qui s'est enfoncé dans mon âme. Tu es chez toi. Le message a résonné dans chaque fibre de mon être, apaisant tout doute ou scepticisme persistant qui aurait pu subsister de mon existence terrestre. C'était comme un baume, effaçant tous les restes de peur ou d'incertitude. Je voulais poser des questions, comprendre ce qu'était cet endroit, pourquoi j'étais là et quel était le but de tout cela. Mais avant même que je puisse formuler mes pensées, le professeur semblait savoir. C'était comme si le tissu même de ma conscience était entrelacé avec cette présence, et il me répondait sans avoir besoin d'attendre mes questions. Il m'expliquait qu'il s'agissait d'un royaume au-delà de la compréhension des vivants, un endroit où les âmes pouvaient réfléchir, guérir et grandir, un sanctuaire pour ceux qui sont en transition, un lieu de paix profonde. D'un geste subtil, le professeur m'a guidé vers l'avant et, à mesure que je me déplaçais, le monde autour de nous a commencé à bouger et à se transformer. J'ai vu ce que l'on ne peut décrire que comme des couches chacune distinctes, mais interconnectées, comme les pétales délicats d'une vaste fleur cosmique se déployant dans des motifs infinis de beauté et de complexité. Il était impossible de saisir pleinement l'immensité de ce dont j'étais témoin, mais cela me semblait profondément familier, comme si je l'avais toujours connu, ou comme si c'était là que j'appartenais vraiment. Dans l'une de ces couches, j'ai vu des jardins si luxuriants, si vibrants, qu'ils semblaient vibrer de vie d'une manière qui transcendait la compréhension terrestre. Ce n'étaient pas seulement des lieux de verdure, ils étaient vivants, chaque feuille et chaque fleur rayonnant une énergie de paix et de contentement. Les âmes se déplaçaient parmi les jardins, non pas comme des êtres physiques, mais comme des formes de lumière chatoyantes. Il n'y avait pas de douleur, pas d'épuisement, pas de peur, juste un profond sentiment de paix qui semblait émaner de chaque brin d'herbe, de chaque arbre, de chaque fleur. Ce sont les jardins de la paix, m'a expliqué l'enseignant, sa présence m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Ici, les âmes réfléchissent à la bonté qu'elles ont apportée dans leur vie et dans la vie des autres. Elles se reposent, elles apprennent et elles grandissent. Le message s'est ancré au plus profond de moi, et j'ai compris. Les âmes ici ne se reposaient pas seulement, elles évoluaient, absorbaient les leçons de leur passé et trouvaient la paix à laquelle elles avaient aspiré au cours de leur voyage terrestre. Cet endroit était un sanctuaire de croissance, de réflexion et de guérison. C'était l'endroit où l'âme pouvait se débarrasser de ses fardeaux et en sortir renouvelée, plus en phase avec l'amour qui imprégnait toute chose. Je ressentais une légère attirance vers les jardins, irrésistiblement attiré par la paix et la sérénité qui en émanaient. Pourtant, le professeur m'a guidé vers l'avant, m'incitant à m'aventurer plus profondément dans les couches de ce royaume incroyable. L'espace suivant dans lequel nous sommes entrés était très différent de la beauté naturelle et fluide des jardins. Il était plus structuré, comme une série de grandes salles ou chambres, chacune vaste et remplie d'un sens du but. À l'intérieur, j'ai vu des âmes rassemblées, chacune d'elles engagée dans ce que j'ai instinctivement compris comme des révisions de vie. Mais ce n'était pas le processus de jugement ou de punition que j'avais craint autrefois. Il n'y avait ici aucun sentiment de condamnation, aucun sentiment de culpabilité ou de honte. Au lieu de cela, c'était une réflexion paisible, un processus de compréhension. Les âmes ne se contentaient pas de revoir leurs actions.
Ils regardaient leur vie se dérouler devant eux, non seulement les choix qu'ils avaient faits, mais aussi les conséquences profondes de ces choix ou les répercussions qu'ils avaient créées dans la vie des autres. Je pouvais sentir la présence d'êtres, tout comme le professeur qui me guidait, aidant ces âmes à traiter les images et les émotions qui émergeaient. C'était une leçon d'humilité, et même une beauté, d'être témoin de cet acte de réflexion à un acte qui n'était pas une question de punition, mais de compréhension, de croissance et d'illumination. C'est ici que la compréhension grandit, m'a communiqué l'enseignant, sa présence m'entourant de chaleur. Chaque âme doit accepter l'impact de ses choix, bons ou mauvais. C'est grâce à cette compréhension que la véritable croissance se produit. J'avais envie de rester, d'observer davantage ces profondes révisions de vie, d'être témoin de la façon dont les âmes se réconciliaient avec leurs actions passées. Mais avant que je puisse m'attarder, l'enseignant a commencé à me guider une fois de plus vers l'avant. L'espace suivant dans lequel nous sommes entrés était différent de tous les autres que nous avions traversés. Il semblait plus lourd, mais pas oppressant. C'était un endroit où l'énergie était plus intense, plus sombre. Ici, j'ai vu des êtres de lumière radieux, sereins et puissants interagir avec des âmes qui semblaient plus sombres, moins vibrantes. Ces âmes semblaient porter des ombres avec elles ou des fardeaux de douleur, de colère ou de traumatisme non résolu qui les alourdissaient. Leur forme manquait de la luminosité et de la clarté que j'avais vue chez d'autres âmes. Au lieu de cela, ils vacillaient, comme s'ils luttaient pour s'accrocher à une partie de leur ancien moi. Mais les êtres de lumière ne les punissaient pas. Il n'y avait ici aucun jugement, aucune colère ou rétribution. Au lieu de cela, les êtres de lumière offraient quelque chose de bien plus profond, l'amour, la guérison et la guidance. Ils entouraient les âmes d'une douce compassion, les aidant à se libérer de leur fardeau et à commencer le processus de guérison. C'est le lieu de la guérison, expliqua l'enseignant, sa voix comme un bourdonnement doux et apaisant dans mon esprit. Ici, les âmes qui portent la douleur ont la possibilité de la libérer. Il n'y a pas de punition ici, seulement de l'amour. Certaines âmes, cependant, résistent. Elles s'accrochent à leur douleur, à leur colère, à leur chagrin. Même dans ces moments-là, elles ne sont jamais abandonnées. Le poids de ce message s'est enfoncé profondément dans mon être. Dans ce royaume, il n'y avait aucun jugement, aucun rejet, seulement un flux constant d'amour et de soutien, même pour les âmes qui luttaient le plus. Et je savais, à cet instant, qu'aucune âme ne serait jamais abandonnée. Chacun avait la chance de guérir, de grandir, de trouver la paix. C'était un lieu de profonde compassion, où la douleur n'était pas quelque chose à punir, mais quelque chose à comprendre, à libérer et finalement à transformer. Une profonde tristesse s'est emplie en moi tandis que j'observais les âmes dans le lieu de guérison, mais c'était une tristesse tempérée par un profond espoir. L'amour qui remplissait ce royaume était si immense, si inconditionnel, qu'il était impossible de croire que quiconque puisse y résister éternellement. Le professeur, percevant mes pensées, m'a rassuré avec un sentiment d'assurance calme, aucune âme n'est jamais perdue. L'amour qui enveloppait ce lieu attendait chaque âme, peu importe le temps qu'il leur fallait pour l'accepter. C'était un amour qui ne pouvait être nié, ni pour toujours, ni face à une compassion aussi infinie. Alors que nous continuions à nous déplacer à travers les couches de cette vaste existence, j'ai commencé à remarquer autre chose, des âmes qui n'étaient pas dans les royaumes de la réflexion ou de la guérison, mais qui semblaient travailler, aidant activement les autres. Je ne m'attendais pas à cela, mais cela avait du sens une fois que le professeur l'a expliqué. Certaines âmes, après leur propre cheminement vers la guérison et la croissance, ont choisi de servir, d'être des guides ou des gardiens pour les vivants. Ces âmes agissaient comme des forces invisibles, nous poussant doucement vers l'amour, la compréhension et la compassion, même lorsque nous n'étions pas conscients de leur influence. Elles étaient comme des phares silencieux, éclairant des chemins que nous ne pouvions souvent pas voir. Puis, à ma grande surprise, j'ai vu quelqu'un que j'ai reconnu ou une présence à laquelle je ne m'attendais pas. C'était ma grand-mère, Grèce, qui était décédée alors que je n'étais qu'une enfant. Mais ce n'était pas la grand-mère dont je me souvenais, cette version d'elle était radieuse, plus belle et plus entière que je ne l'avais jamais vue de ma vie. Sa lumière était si vibrante, si pleine de paix, que j'avais du mal à reconnaître la femme frêle que j'avais connue.
Mais la reconnaissance a été instantanée. Elle était là, dans ce lieu de lumière, plus elle-même que je ne l'avais jamais connue. Bien qu'elle ne parle pas, j'ai senti son amour m'atteindre, m'envelopper comme une étreinte chaleureuse et réconfortante. C'était comme si tout l'amour qu'elle m'avait donné dans la vie s'était en quelque sorte étendu, amplifié et me parvenait désormais au-delà de ce vaste fossé. Elle aidait ma famille, je me rendais compte, elle les guidait, veillait sur eux, leur offrait le même réconfort qu'elle m'avait autrefois apporté. Elle était leur gardienne silencieuse, une présence qui ne les quitterait jamais, même lorsqu'ils naviguaient dans leurs propres difficultés. Je voulais rester, courir vers elle, lui poser toutes les questions que j'avais eu envie de lui poser quand j'étais plus jeune. Je voulais sentir son contact, m'accrocher à ce moment pour toujours. Mais le professeur, sentant mon désir, m'a doucement guidé vers l'avant. Il y avait plus à voir, plus à comprendre, et le voyage n'était pas encore terminé. Alors que nous continuions à nous déplacer à travers les couches de ce royaume expansif et infini, une profonde prise de conscience a commencé à s'installer dans ma conscience, tout ici était interconnecté. La vie et la mort n'étaient pas des forces séparées et opposées. Elles faisaient partie du même tout, comme les fils d'une tapisserie complexe qui s'étendait à travers l'éternité. Les frontières auxquelles j'avais cru autrefois, la ligne nette entre la vie et la mort, semblaient insignifiantes ici. Dans cet endroit, tout était connecté, chaque âme, chaque action, chaque pensée faisait partie d'un plus grand projet qui tissait la trame de l'existence. Le cycle n'était pas celui de la séparation, mais celui du renouvellement constant, de la transformation et de l'amour. Tout avait un but et tout finirait par revenir à cet état de paix éternelle et sans limite. Chaque âme, chaque action, chaque choix que j'avais fait, chacun de ces éléments se répercutait sur le vaste tissu de l'existence, façonnant non seulement le cours des vies individuelles, mais le voyage collectif de tous les êtres. Alors que je continuais à explorer ce royaume sans limite, le professeur commença à me transmettre des vérités profondes qui remodelèrent complètement ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Mais ces idées ne m'arrivèrent pas sous forme de conférences ou de leçons formelles, comme je l'aurais cru. Au lieu de cela, elles se déployèrent en moi, progressivement et doucement, comme des graines s'épanouissant en une compréhension complète et vibrante. Chaque révélation me semblait intensément personnelle, comme si elle avait toujours fait partie de moi ou des vérités que j'avais connues d'une manière ou d'une autre, au plus profond de mon être, mais que j'avais oubliées ou négligées dans ma vie terrestre. Elles me semblaient universelles et pourtant uniquement miennes, comme si on ne m'enseignait pas simplement, mais qu'on me rappelait une sagesse qui avait toujours résidé en moi. La première et la plus puissante vérité était la suivante, l'amour est l'essence de tout. L'amour n'est pas une émotion passagère, quelque chose qui peut facilement être perdu ou conditionné, mais une force, une sorte d'énergie qui lie toute existence. Je l'ai vu. Je l'ai ressenti. L'amour n'était pas seulement quelque chose que nous expérimentions, c'était le fondement même de la vie, le fil qui tissait toute chose dans l'existence. Chaque âme, chaque action, chaque moment de la vie était entrelacé dans cette toile incassable d'amour. Et même dans les recoins les plus sombres de l'existence, où la douleur, la colère ou le chagrin semblaient régner, l'amour était toujours présent, attendant patiemment son moment pour briller. Le professeur m'a ensuite montré comment l'amour crée des ondulations, comment chaque action, chaque mot et chaque pensée envoie des vagues d'énergie dans le monde, souvent de manière que nous ne pouvons pas comprendre. J'ai vu des moments de la vie de personnes que je n'avais jamais rencontrées, des actes de gentillesse simples et ordinaires, un sourire partagé entre des inconnus, un doux mot d'encouragement ou une main tendue dans un moment de besoin. Ces actes d'amour ont créé des ondes qui se sont propagées bien au-delà des individus concernés, touchant d'innombrables vies d'une manière que le donateur initial n'aurait jamais pu imaginer. Même lorsque des actes de mal ou de cruauté se produisaient, je voyais qu'ils envoyaient aussi des ondes, mais ces ondes n'avaient pas le dernier mot. Même après une souffrance ou une destruction, l'amour avait le pouvoir de guérir et de transformer, de faire évoluer le cours des choses vers la paix et la compréhension. La révélation suivante fut la compréhension du libre arbitre, la liberté que chaque âme a de choisir d'agir avec amour ou de s'en détourner. J'ai vu comment les choix que chaque âme fait, instant après instant, façonnaient non seulement les vies individuelles, mais aussi le chemin même de l'humanité.
Le professeur m'a guidé vers des aperçus d'avenir possibles non pas comme des prédictions fixes, mais comme des possibilités, chacune dépendant des choix que nous faisons en tant qu'espèce. Ces avenirs n'étaient pas gravés dans la pierre. Ils étaient fluides, changeant et changeant à chaque décision que nous prenions, à chaque acte de bonté ou de cruauté, à chaque choix d'embrasser ou de rejeter l'amour. Plus je voyais, plus je comprenais que notre parcours collectif, en tant qu'espèce, n'était pas prédéterminé. C'était une tapisserie qui se tissait en temps réel, chaque fil étant un choix qui se répercutait vers l'extérieur, affectant non seulement le moment présent, mais aussi le cours des générations futures. Les mots de l'enseignante résonnaient dans mon esprit, nous ne sommes pas que des individus, nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste, bien plus interconnecté que nous ne pourrons jamais pleinement comprendre. Nos choix comptent. Ils façonnent le monde, non seulement maintenant, mais aussi dans un avenir sans fin. Dans une vision saisissante, j'ai vu un monde où l'humanité avait adopté la compassion, la coopération et la compréhension. La Terre était vibrante et vivante, sa beauté naturelle s'épanouissait alors que les gens vivaient en harmonie les uns avec les autres et avec la planète. Il n'y avait pas de division, pas de peur, juste l'unité et la paix, un engagement commun à nourrir la vie sous toutes ses formes. C'était une vision d'espoir, de ce qui pourrait être, un avenir où l'amour et l'empathie guideraient chaque choix, et le monde serait le reflet de cette conscience collective. Mais ensuite, en un instant, j'ai été témoin d'un avenir radicalement différent. Celui-ci était sombre et fracturé, un monde marqué par la cupidité, la haine et la division. La terre était desséchée, ses paysages autrefois luxuriants étaient dépouillés de vie, ses océans pollués et son ciel lourd de fumée. L'humanité était déchirée par des conflits sans fin, incapable de trouver un terrain d'entente et consumée par la haine et la peur. Les fractures étaient profondes, irréparables, et j'avais l'impression que l'âme même de la planète se brisait. Pourtant, le professeur ne s'attardait pas sur le désespoir ou la dévastation. Le message n'était pas celui du désespoir. Au contraire, il était clair et résolu, le pouvoir de façonner l'avenir réside en nous. Chaque choix que nous faisons compte. Chaque âme a la capacité de contribuer à la guérison et à la croissance collective du monde. Et peu importe à quel point nous nous éloignons, personne n'est jamais hors de portée de la rédemption. L'amour, m'a gentiment rappelé le professeur, est toujours à portée de main, toujours disponible, même dans les moments les plus sombres. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour, pour choisir la lumière, pour choisir la guérison. En absorbant ces idées, j'ai commencé à ressentir un changement subtil, comme la douce traction du courant signalant que mon temps dans ce royaume touchait à sa fin. Je n'étais pas prêt à partir. Je n'avais fait qu'effleurer la surface. Il y avait tellement plus à comprendre, tellement plus à ressentir et à expérimenter. J'avais envie de plus de temps et de plus de conseils. En silence, je me suis tourné vers le professeur, espérant un délai, une chance de rester juste un peu plus longtemps. La réponse ne se fit pas sous forme de mots. Ce n'était pas un refus, mais plutôt une assurance tranquille qui résonna dans mon être même, ton voyage n'est pas terminé. C'était un rappel doux, mais ferme, que j'avais encore du travail à faire. Bien que je ne comprenne pas complètement ce que cela signifiait, je sentais son poids dans mon âme. Il y avait plus à faire pour moi ou plus de leçons, plus de croissance, plus de buts à atteindre. Avant de pouvoir traiter pleinement ces mots, je me sentis attiré vers le tunnel de lumière. Les royaumes que je venais de découvrir commencèrent à s'estomper dans le lointain, comme un rêve qui s'enfuit au réveil, mais leur présence persistait en moi ou une empreinte sur mon essence même. J'aspirais à rester, à m'accrocher à la paix et à la clarté de ce royaume, à me prélasser dans l'amour qui m'entourait. Mais l'attraction vers le monde physique devint plus forte, et je savais que je ne pouvais pas y résister. Et puis, il était là mon corps. Je le vis étendu immobile sur le lit d'hôpital, un contraste frappant avec l'énergie vibrante du royaume que je venais de quitter. J'avais l'impression d'observer quelqu'un d'autre, un observateur distant d'une scène dans laquelle je ne pouvais pas vraiment m'engager. Autour de mon corps, le rythme effréné des urgences se déroulait dans un flou. Emma était toujours là, le visage tendu par la détermination, les mains fermes alors qu'elle travaillait. Le docteur Harris venait de terminer une autre série de compressions thoraciques,
sa voix rauque et tendue alors qu'il donnait des ordres à l'équipe. La pièce bourdonnait des sons urgents des moniteurs qui bipaient et des doux murmures de l'équipe médicale, tous concentrés sur la tâche de me ramener à la vie. J'hésitais, planant dans cet espace entre les mondes. Une partie de moi voulait rester dans la chaleur et la lumière, où l'amour et la paix m'enveloppaient comme une couverture. Mais une autre partie de moi savait que je ne pouvais pas. Les mots du professeur résonnaient dans mon esprit, « Tu as du travail à faire ». Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, mais je le ressentais profondément. Je n'avais pas encore fini. Il y avait encore beaucoup à faire. Au moment où j'ai pris la décision de revenir, tout s'est passé en un instant. J'ai été ramené dans mon corps par une force qui m'a donné l'impression d'être tiré du sommeil le plus profond et le plus paisible. La sensation était écrasante, ma poitrine brûlait, mes poumons me faisaient mal et les lumières fluorescentes des urgences me faisaient vibrer les sens comme une décharge électrique. J'ai haleté, pris une profonde inspiration saccadée, la dureté de l'air me ramenant à la dure réalité du monde que je venais de quitter. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse. L'énergie frénétique des urgences s'arrêta et tout le monde se tourna vers moi. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes et le docteur Harris poussa un soupir de soulagement tremblant. Ce furent les premiers visages que je vis à mon retour, des visages emplis d'un mélange d'incrédulité, de joie et d'émerveillement. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Bienvenue, Cecilia, la voix du docteur Harris était pleine d'émotion, ces mots étaient une étreinte tendre qui me ramena dans le monde que je venais de quitter. Je restais allongé là, désorienté et abasourdi, essayant de donner un sens à l'expérience que je venais de vivre. Mon esprit s'efforçait de réconcilier le royaume profond et transcendant dont j'avais été témoin avec la réalité clinique des urgences qui m'entouraient. Même maintenant, je pouvais encore sentir la faible chaleur de cet autre monde persister en moi comme les derniers rayons de soleil après être sortis de l'ombre. Cela semblait si lointain, et pourtant, c'était comme si je pouvais encore le toucher. C'était comme un rêve qui s'accrochait à moi, un rêve dont je ne pouvais pas me défaire, malgré tous mes efforts. Alors que l'équipe s'efforçait rapidement de me stabiliser, puis de m'emmener en salle de réveil, le flot de souvenirs de ce monde m'envahissait par vagues. Ce n'était pas seulement une expérience passagère, c'était une transformation. On m'avait montré quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose qui redéfinissait toutes mes notions de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. C'était comme si le tissu de la réalité avait été retiré juste assez longtemps pour que je puisse entrevoir les vérités plus profondes qui se cachent sous la surface de notre vie quotidienne. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu du mal à exprimer ce que j'avais vécu en mots. Comment pourrais-je expliquer quelque chose d'aussi vaste, d'aussi profond? Comment pourrais-je transmettre la profondeur de l'amour, de la paix et de la compréhension qui m'avaient enveloppé? Pourtant, je savais que je devais essayer. Les mots du professeur « Votre voyage n'est pas seulement pour vous. Il est pour tous ceux que vous touchez, tous ceux que vous aidez » résonner dans mon esprit, un rappel constant que mon expérience n'était pas un événement isolé. Il y avait un but, et j'étais censé transmettre ces leçons, les partager avec le monde de toutes les manières possibles. Revenir à ma vie n'a pas été facile. Le monde semblait différent, plus doux mais plus insaisissable. Les angles aigus de la réalité s'étaient émoussés et tout semblait moins certain. Je me suis retrouvé à regarder les gens différemment, non plus comme des étrangers, des collègues ou des patients, mais comme des âmes, chacune sur son propre chemin. J'ai vu des liens que je n'avais pas remarqués auparavant, des fils qui nous liaient tous ensemble de manière souvent invisible mais indéniablement réelle. Mon travail d'infirmière a également commencé à changer. J'ai cessé de considérer mon rôle comme celui de soigner les corps, de diagnostiquer, d'administrer des médicaments et de gérer les symptômes. Au lieu de cela, j'ai commencé à voir la personne dans son ensemble, ses peurs, ses joies, sa douleur, ses histoires. J'ai réalisé que mon rôle n'était pas seulement de guérir leur corps, mais de leur offrir de l'amour, du réconfort et de la compréhension sous toutes les formes possibles. Même dans les gestes les plus petits et les plus simples, un mot gentil, une main ferme, un sourire, j'avais l'impression d'offrir quelque chose de plus. Quelque chose qui transcendait le physique et touchait leur esprit. Mais les souvenirs de cet autre monde sont restés avec moi, persistants, silencieux et inflexibles.
C'était comme s'ils étaient devenus une partie de moi, tissée dans mon être même. Les vérités que j'y avais apprises, l'interdépendance de toute vie, le pouvoir de l'amour, l'importance de chaque instant sont restés avec moi, un courant sous-jacent constant dans mes pensées. J'ai réalisé que la vie ne consistait pas seulement à survivre au quotidien. Il s'agissait de faire des choix qui reflétaient l'amour, de se connecter aux autres à un niveau plus profond et de vivre avec intention. Chaque instant comptait. Chaque acte de gentillesse, chaque mot prononcé avec compassion, chaque main tendue pour aider, c'étaient des choses qui se répercutaient vers l'extérieur, changeant des vies d'une manière que nous ne verrons peut-être jamais. Et finalement, ce que le professeur avait dit m'est resté en tête par-dessus tout, personne n'est jamais vraiment seul. L'amour est toujours à portée de main. C'était une vérité que je portais désormais en moi, pas seulement en tant que concept, mais en tant que réalité vécue. C'était une vérité qui me guidait, me réconfortait et me donnait la force de continuer mon travail dans le monde avec un objectif renouvelé, sachant que chaque jour, à chaque instant, je pouvais choisir de faire une différence. Maintenant, je comprenais. Lorsque je suis retourné dans mon corps, j'avais l'impression d'être coincé dans quelque chose de trop petit, de trop confiné. La clarté expansive que j'avais ressentie dans cet autre royaume avait disparu, remplacée par la lourdeur de l'existence humaine. Chaque respiration me brûlait, ma poitrine me faisait mal à cause des compressions et ma tête tournait de désorientation. Mais sous l'inconfort physique se cachait quelque chose de bien plus profond. J'étais arrivé. J'étais une infirmière, une femme de science, quelqu'un qui avait passé toute sa vie à ne croire qu'en ce qui pouvait être prouvé, mesuré ou reproduit. Mais ce que j'avais vécu ne pouvait pas être mesuré. Cela défiait la logique et l'explication, et pourtant, c'était plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. Au début, je n'en ai parlé à personne. Comment le pouvais-je? Comment pouvais-je expliquer la lumière, le professeur, les jardins, les salles d'apprentissage et les chambres de guérison? Comment pouvais-je décrire l'interconnexion que j'avais ressentie, l'amour qui avait tout imprégné? Même Emma, qui était plus ouverte à ces choses, penserait probablement que j'avais tout halluciné. Mais je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. Tout était différent. Les couleurs semblaient plus riches, les sons plus aigus, et même les choses les plus ordinaires, la lumière du soleil qui passait à travers une fenêtre, le rire d'un enfant dans le couloir me semblait profonde. Je voyais aussi les gens différemment. Chaque visage que je croisais semblait porter une histoire cachée, un parcours unique que je ne pouvais m'empêcher de respecter. C'était comme si je pouvais ressentir les luttes et les triomphes des autres, même s'ils ne prononçaient jamais un mot. Mon travail d'infirmière en traumatologie a radicalement changé. Avant, j'étais efficace et concentré, traitant les patients avec compétence mais en gardant une distance émotionnelle. Désormais, je ne pouvais m'empêcher de me connecter à eux à un niveau plus profond. Je voyais leur douleur non seulement comme un problème à résoudre, mais comme une partie de leur histoire, de leur évolution. J'ai commencé à parler aux patients différemment, en posant des questions non seulement sur leurs symptômes, mais aussi sur leur vie, leurs peurs et leurs espoirs. Certains se sont ouverts à moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, partageant des secrets et des difficultés qu'ils n'avaient jamais révélées à personne d'autre. Et ce n'étaient pas seulement les patients. Mes collègues ont également remarqué le changement. Emma, en particulier, semblait perplexe devant mon calme et ma compassion retrouvée. Un jour, alors que nous prenions un café entre deux services, elle s'est penchée vers moi et m'a demandé, « Cécilia, que t'est-il arrivé? Tu es différente. Plus douce. Plus légère, peut-être. C'est difficile à décrire, mais c'est comme si tu portais quelque chose que le reste d'entre nous ne peut pas voir. » J'ai hésité, ne sachant pas si j'étais prête à partager. Mais Emma avait toujours été là pour moi. C'est elle qui m'a tenu la main dans les moments les plus sombres de ma vie et qui s'est battue pour me sauver lorsque je me suis effondré aux urgences. Si quelqu'un méritait de savoir, c'était elle. Je lui ai donc tout raconté. Au début, elle m'a simplement écouté, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'incrédulité. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Puis, elle a tendu la main par-dessus la table et m'a pris la main. « Cécilia », a-t-elle dit doucement,
je te crois. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis mon expérience, je me suis sentie vraiment comprise. Partager mon histoire avec Emma n'était que le début. Lentement, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres patients, amis, même inconnus. Je n'ai pas prêché ni essayé de convaincre qui que ce soit de ce que j'avais vu. J'ai simplement partagé ce que j'avais appris, que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, que chaque action compte et que nous sommes tous connectés de manière que nous ne pouvons pas toujours voir. Au début, j'avais peur que les gens me rejettent ou pensent que j'étais folle. Mais à ma grande surprise, la plupart d'entre eux m'écoutaient avec un profond respect. Certains m'ont même fait part de leurs propres expériences, rêves, moments d'intuition ou rencontres avec quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. C'était comme si mon histoire leur donnait la permission de croire en quelque chose de plus grand. Mon message ne portait pas sur la religion ou le dogme. Il parlait d'amour, de gentillesse et de la simple vérité que la vie est précieuse. J'encourageais les gens à pardonner, à laisser tomber la rancune et à apprécier la beauté du moment présent. Je leur ai parlé des répercussions que leurs actions créent, de la façon dont même le plus petit acte de gentillesse peut toucher des vies d'une manière qu'ils ne connaîtront jamais. Au fil du temps, j'ai commencé à voir mon rôle d'infirmière différemment. Il ne s'agissait pas seulement de soigner les corps, mais de guérir les âmes. J'ai commencé à faire du bénévolat en soins palliatifs, à m'asseoir avec des patients qui étaient sur le point de terminer leur parcours. Certains d'entre eux avaient peur, d'autres étaient en colère. Mais tous avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Je leur tiendrai la main, j'écouterai leurs histoires et je leur rappellerai l'amour qui les attendait de l'autre côté. Tout le monde ne me croyait pas, et c'était normal. Je n'essayais pas de changer d'avis. Je plantais simplement des graines, espérant qu'elles pousseraient en leur temps. En y repensant, j'ai réalisé que mon expérience n'était pas seulement un cadeau, mais une responsabilité. Le professeur m'avait donné un aperçu de quelque chose d'extraordinaire, et il était de mon devoir de le partager, de le vivre. Je n'étais pas parfaite. J'avais encore des moments de doute, des moments où le stress de la vie m'éloignait de la clarté que j'avais trouvée. Mais chaque fois que je me sentais perdu, je fermais les yeux et me souvenais de la lumière, de la chaleur et de l'amour qui m'entouraient dans cet autre monde. En fin de compte, la leçon la plus importante que j'ai apprise était la suivante: la vie ne consiste pas à atteindre une destination. Il s'agit de voyager, de grandir, d'apprendre et de se connecter avec les autres. Chaque instant compte. Chaque choix compte. Et lorsque notre heure viendra de quitter ce monde, nous ne serons pas jugés sur ce que nous avons accompli ou ce que nous possédons. Nous serons jugés sur l'amour que nous avons donné, la gentillesse que nous avons montrée et les vies que nous avons touchées. Je n'ai plus peur de la mort. Je sais que ce n'est pas une fin, mais une continuation, une étape dans un voyage bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et jusqu'à ce que mon heure vienne, je continuerai à diffuser le message que j'ai reçu: vivre avec amour, pardonner librement et chérir chaque instant. Parce qu'au final, l'amour est tout ce qui compte vraiment.